Euh, ouh! Bonjour à tous et à toutes. Donc, bienvenue au panel Slow Living, apprendre à prendre le temps. Donc, aujourd'hui, j'ai l'immense honneur d'être avec trois femmes inspirantes, entreprenantes, intelligentes, qui rayonnent de leur énergie positive. Donc, Ariane Martel-Labrec de Allô Printemps, Marie-Sophie Berruet de Marisso, la minimaliste, et Valérie Couture-Phelps de Moment Sacré. C'est bien ça? Oui? Bien, merci, merci d'être ici. Je vous inviterai à les accueillir chaleureusement avec moi. Donc, aujourd'hui, le panel va être d'une durée de 1 heure. Par la suite, il va y avoir une période de questions. Donc, je vous invite à y réfléchir si jamais il y a quelque chose que vous voulez poser aux panélistes. L'événement est aussi diffusé en direct sur Facebook. Donc, on va prendre les questions du public en ligne aussi. Aujourd'hui, bien évidemment, on va parler aussi du slow living, mais aussi de vos parcours, de c'est quoi le slow living pour vous, d'astuces concrètes, qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Mais avant, j'aimerais ça qu'on parte de la base. Donc, qu'est-ce que c'est le slow living pour vous? Qui se lance? Oui, c'est ça? Ouais. Qui va se lancer? Ben moi, je vais y aller. Oui. Ben pour moi, le slow living, en fait, je pense que ça veut dire plein de choses, puis rien pantoute. Tu sais, tout le monde a sa propre interprétation de ce que ça peut être. Pour moi, je dirais que ça veut dire surtout d'arrêter les automatismes. C'est ce qu'on fait parce qu'on ne se pose pas de questions, là, ce qu'on fait par automatisme. Là, je viens de me voir sur l'écran. Là. Ouais. Ça me dérange un peu. Mais voilà, donc de prendre le temps de mettre ces choses-là en question qu'on fait sans y penser, justement, pour choisir avec intention ce dont on s'entoure dans la vie, puis ce qu'on fait dans la vie. Moi, mon angle, c'est le désencombrement puis le minimalisme. Alors, c'est vrai que notre environnement physique, c'est ce à quoi je m'intéresse le plus, mais il n'y a pas juste les choses dont on s'entoure aussi qu'on peut remettre en question, comme on utilise notre temps, il y a les choses qu'on priorise. Donc, c'est juste d'arrêter l'espèce de mouvement continu qu'on ne remet jamais en question, puis dans lequel on est juste, on fait juste courir comme un petit hamster, juste pour juste prendre le temps de choisir ce qu'on fait avec notre vie puis notre temps. Je rebondirais sur ça, en effet, mais c'est vraiment aussi, parce que moi, j'ai un peu le même domaine. Dans le fond, on parle de minimalisme beaucoup, et c'est vraiment de se recentrer dans le présent aussi, de prendre une espèce de temps d'arrêt et se dire, mais aujourd'hui, je suis qui? Qu'est-ce que je veux dans ma vie? Parce que comme tu le dis, on est dans un tourbillon, là, on se fait happer là-dedans, puis que des fois, on fait des choses on n'a même pas conscience qu'on le fait. Donc là, c'est un peu juste de se dire, ben wow, attends, est-ce que c'est vraiment moi qui veux faire ça? Est-ce que c'est vraiment ma vie? Est-ce que c'est mes choix? C'est vraiment de s'ancrer dans le présent. Moi, je pense que c'est vraiment ça. Parce qu'on a, malgré tout, on est entrepreneur, donc on a quand même des vies qui vont vite, là, tu sais. Donc, c'est juste de se dire, mais est-ce que ça fait du sens? Est-ce que tout ce que je fais dans ma vie, ça a du sens? Est-ce que ça me correspond à la personne que je suis aujourd'hui? Moi, je pense que c'est un peu la base aussi. Bon, c'est tellement bien. Ça me donne envie de rebondir. En fait, je prends vos pépites, puis après, je vais faire quelque chose avec. En fait, de mon côté, ça passe vraiment par le corps, en fait, parce que là, on parlait de choix extérieurs et tout ça. Puis de mon côté, le slow living, c'est surtout le slow care. Donc, qu'est-ce qui passe dans mon corps? Comment j'ai envie de prendre soin? Puis ma lentille, c'est vraiment, la femme et l'organe utérin, l'utérus, donc tout ce qui passe à travers ça, que ce soit des accessoires qui supportent chaque phase de ma vie comme femme. Et je fais ce choix conscient où j'arrête puis je me pose des questions sur des choses, justement, qu'on ne remet pas en question. C'est comme, ça va tellement vite, puis c'est tellement comme pas un acquis, mais un automatisme de génération en génération, que là, je me dis, ben OK, j'ai-tu vraiment envie de ça? Puis est-ce que, oui, j'ai envie d'insérer ça dans mon corps, puis est-ce que c'est censé pour moi? Puis c'est un peu ça, fait que ça fait vraiment le pont avec tout ce que vous dites, mais vraiment, moi, c'est à travers le corps de femme, à travers mon utérus, que je porte la lentille du slow living, du slow care, en fait. Ouais. C'est intéressant, parce que moi, je trouve aussi que, c'est d'être en alignement, de la tête, le corps et l'environnement. Donc, c'est comme, souvent on dit, un esprit sain dans un corps sain. Moi, je rajoute dans un environnement sain également, Puis je pense que c'est toute
Bien, c'est tout ce cocon, en fait, dans lequel on doit se bâtir, se grandir, s'épanouir. Bien, c'est ça, en fait, c'est de trouver son équilibre là-dedans. Puis, je pense que, justement, comme tu disais aussi, on peut l'interpréter de manière totalement différente. On va voir des gens qui vont être peut-être hyper actifs, qui font plein d'affaires, mais pour eux, c'est du slow living parce que c'est en accord avec qui ils sont puis comment ils sont. Comme le minimalisme peut être interprété aussi de plein de manières différentes. Donc, je pense que c'est ça aussi, c'est juste de trouver son équilibre. C'est multidimensionnel, en fait. Exact. C'est intéressant. Donc, maintenant, on parle, j'ai entendu les mots minimalisme, désencombrement, slow care. Est-ce qu'il y a une importance au vocabulaire qu'on souhaite y mettre? Est-ce que ça appartient à chacun? Comment vous voyez ça? Bonne question. Bien, le vocabulaire, des fois, fait peur. Moi, je sais qu'au début, je n'osais pas parler de minimalisme parce que les gens regardaient un peu puis voyaient ça un peu comme vivre en austérité, C'est comme vivre avec rien. Puis souvent, ben c'est ça, le but, c'est de démystifier, en fait, ces modes de vie-là, parce qu'on a l'impression que c'est très typé, que, ah, non, c'est pas pour moi, c'est comme pour des gens particuliers, tout. Mais non, c'est ouvert à tout le monde. Puis le minimalisme, ben comme le slow living, comme le nomadisme, comme plein d'autres termes peuvent être interprétés, c'est simplement, justement, se trouver de cet équilibre-là. Puis oui, les mots font peur un peu au début, mais je pense que c'est bien aussi de mettre les vrais mots sur les choses pour qu'après, on puisse simplement les découvrir aussi, puis pas en avoir peur. Oui. Démocratiser, démystifier, mettons, tu sais. Oui, les termes, pour moi, au début, c'est comme... J'avais de la difficulté à déposer un mot parce qu'il y a plein de choses, en fait, avec la lentille que je porte. Il y a aussi des tabous qui sont reliés à tout ça. Fait que c'est comment les choix de mots pour vraiment rejoindre les autres femmes, rejoindre vraiment ce style-là où j'ai envie de l'inviter, que ce soit accessible, ludique. Mais il y a tellement de choses, c'est complexe. Alors oui, pour moi, ça a été un long parcours de me rendre à être capable de mettre des mots sur comment je vivais ça. Puis ça fait plus d'une décennie que j'ai intégré tout ça dans ma vie, puis j'avais pas vraiment réfléchi à mettre des mots avant, il y a quelques années, tu sais. Puis ça fait vraiment, c'est vraiment sensé à l'heure actuelle de pouvoir choisir des termes, puis de pas avoir peur, parce qu'au bout de la ligne, quand on le nomme, finalement, ben il y a rien qui arrive, là, tu sais. Ouais. C'est vrai. Bien, moi, j'aime ça quand tu parles de démocratiser parce que moi, je me bats un peu contre les étiquettes. On en avait parlé. On avait parlé du zéro déchet. C'est comme un peu zéro déchet, vraiment. On peut produire moins de déchets, puis c'est parfait. Puis le minimalisme, c'est pas un objectif. Je vais vivre avec... quand je vais avoir fini mon ménage, je vais avoir ça chez nous, puis ça va être là, je vais être un minimaliste, c'est pas ça, le minimalisme, c'est une vigilance continue, c'est une façon de voir les choses, de penser à sa consommation, à la pertinence des choses dont on s'entoure, c'est pas un objectif ultime, fait que c'est ça, de démocratiser de ça, de juste dire que c'est ça, les étiquettes, on jette ça dans la poubelle, puis l'idée, c'est les démarches, puis c'est ça qui a une vraie valeur. Puis toutes ces démarches-là, on peut les entreprendre en parallèle. On n'a pas besoin de se coller la badge zéro déchet, minimaliste. Oui, exact. Fait que, voilà. Bien, je vais reprendre la balle sur ce que tu mentionnes, Ariane. Tu as mentionné processus, puis c'est vrai, on parle autant pour le zéro déchet que pour le minimalisme, le slow care, le slow living, que c'est des processus. Donc, je serais curieuse de vous entendre, vous, c'était quoi vos processus à vous à travers ça? Est-ce qu'il y a eu une prise de conscience drastique? Ah, il faut que je me lance là-dedans. Ou est-ce que c'était plus quelque chose qui était en continu, qui a commencé petit puis qui a grandi? Vous, vos parcours reliés au slow living, ça ressemble à quoi? Ça ressemble des fois à frapper un mur. Souvent, c'est ça qui arrive. Moi, personnellement, en fait, moi, je suis originaire de la Suisse, donc je suis arrivée au Québec il y a 15 ans. Et puis, je ne réalisais même pas que j'ai toujours vécu, en fait, de manière minimaliste. Pour moi, c'était normal de vivre comme ça. C'était mon mode de vie. Puis finalement, à un moment donné, j'ai été en couple avec quelqu'un qui avait 3 enfants, qui, là, je rentre dans une maison, je n'ai pas un tiroir pour mettre rien. Et là, j'ai fait « Oh, OK ». Et cette maison-là m'a drainée, elle m'a amenée jusqu'à un burn-out. Puis on mettait ça sur le travail, sur plein d'autres choses extérieures, mais finalement, moi, j'ai vraiment, avec le recul, quand je suis sortie de cette situation-là, j'ai réalisé que non, c'était pas le travail, parce que quand j'étais au travail, j'étais bien, c'est quand je rentrais à la maison que j'étais en anxiété. Puis finalement, en sortant, j'étais rendue en douleur chronique, c'était vraiment l'enfer. Puis quand je suis sortie de là, puis je me suis pris mon petit appartement de 450 pieds carrés, où j'ai juste ce que j'ai de besoin,
je me suis mis à respirer puis à pouvoir me recentrer, à être moi-même, à être vraiment avec ce que j'avais juste besoin autour de moi. Puis là, c'est devenu comme une évidence. J'ai fait, OK, notre environnement a vraiment un impact sur notre santé mentale et physique et on le néglige au quotidien. Donc, pour moi, c'est là où c'est devenu comme une évidence, puis c'est là où j'ai comme commencé à parler de ce mode de vie-là, puis de démarrer l'entreprise, puis tout ce qui va avec, là, mais c'est ça. Et moi, ça a été vraiment ça, j'ai frappé. Puis parce que je m'étais rendu compte que vraiment, moi, c'était ancré en moi. Mais pour plein de gens, ça l'est pas. Puis je pense que c'est pour ça que c'est important qu'on fasse des panels comme on fait aujourd'hui, pour juste montrer aux gens, pour qu'ils puissent découvrir ces modes-là. Puis oui, c'est un processus, parce qu'en effet, quand on apprend à rentrer là-dedans, tout changement de vie, en fait, de mode de vie, est un processus, qu'on change sa manière de manger, qu'on fasse du sport, peu importe. C'est des choses qu'on doit apprendre et apprivoiser sur le temps. C'est pas quelque chose qu'on fait en un changement, en un claquement de doigts, là. Donc, c'est vraiment de l'intégrer, de le comprendre, puis de l'intégrer à sa manière pour justement l'adapter à sa vie, à sa situation. Okay. J'ai envie de... Parce qu'il y avait tantôt, il y avait une petite discussion, puis il y a quelque chose qui m'est resté en tête en disant, tu sais, c'est des graines de conscience bienveillantes qu'on sème tous les jours, puis à un moment donné, ça crée un beau jardin, tu sais, mais on s'en rend pas nécessairement compte tout de suite. En tout cas, pour moi, ça n'a pas été comme drastique où j'ai une prise de conscience que c'est ça que je suis en train d'engendrer. C'est pas un engrenage que j'ai compris tout de suite. C'est au fur et à mesure d'avancer dans ce processus-là que là, j'ai pu regarder en arrière de moi, faire comme « Oh boy, OK, ça, c'est ça le chemin parcouru. » Puis là, j'en suis là aujourd'hui à discuter puis à démocratiser tout ça. Mais en fait, je suis dans le milieu médical avant, puis j'étais en clinique de fertilité, de procréation assistée. Puis j'ai eu carrément, littéralement, un choc culturel où c'était tellement la polarité de ce qu'on peut vivre. Puis comme femme, comme couple, bien, surtout l'utérus. Puis là, j'ai remis tellement de choses en question en étant là pendant 5 ans. Tout était très fast. Puis c'était comme... Mais est-ce que c'est vraiment ça la réponse? Puis souvent, on disait aux couples de partir en vacances, puis juste de lâcher tout, puis de ralentir le processus de vie, tu sais, puis les femmes revenaient toutes heureuses. « Hey, je suis enceinte finalement! » Ben, tu sais, il y avait tout ça. Moi, ça a été comme un cheminement comme ça où j'ai eu des fois des chocs ou d'autres fois, c'était plus doux. Puis les chocs ont servi justement à vraiment créer une espèce de direction de 180. Mais après, qu'est-ce que je fais avec cette nouvelle direction-là? Puis c'est comme ça que j'ai réussi à couvrir un 360 de ma vie, un peu, si on veut. Super. Ouais. Bien, moi non plus, j'ai pas eu, un peu comme toi, de moments vraiment avant, après, marqués. Ça s'est placé tout doucement. À un moment donné, j'avais une autre entreprise. Moi, j'ai étudié en architecture. J'ai commencé à travailler là-dedans un peu. J'ai eu une petite entreprise de mobilier fait à la main, tout ça. Puis avec mon associé, éventuellement, on s'est séparés. Puis j'ai comme juste pris 3 semaines pour réfléchir à ce que je voulais. Juste, tout est ouvert. Je fais juste du ménage chez nous. Puis je réfléchis à où est-ce que je m'en vais dans la vie. Puis je me suis avouée à moi-même que ce qui me donnait le plus d'énergie, c'était ça, c'était d'accompagner mes amis à faire le ménage de leur garde-robe. Fait que ça m'a un peu déstabilisée comme prise de conscience. Puis je me suis dit, bon, ben qu'est-ce que je peux faire avec ça pour continuer de faire chaque jour la chose qui me donne le plus d'énergie? Alors, ça a été le début d'Allô Printemps qui a commencé doucement. J'ai moi-même fait du grand ménage chez nous. Je me suis infligée ma propre médecine, puis j'ai réfléchi un peu à comment je réagissais par rapport à ça. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est comment on se sent dans ce processus-là, les raisons pour lesquelles on est attaché aux choses. C'est ces rapports-là aux objets que j'aime analyser puis décortiquer. Donc, je me suis imposé ça à moi-même. Puis après ça, j'ai eu une amie cobaye. Puis après ça, ben c'est parti comme ça, tout doucement. Puis ça fait quelques années, j'adore ça. Vraiment intéressant. Et, tu sais, maintenant, le thème du désencombrement est quand même revenu ici. On est quand même au Festival Zéro Déchet. Quel est, selon vous, le lien entre le slow living et le zéro déchet? Bien, c'est sûr que quand on vit le mode de vie minimaliste ou le slow living, on réfléchit beaucoup plus à sa consommation. Oui, nous, quand on arrive chez les clients, des fois, on arrive plus au bout de la roue, quand ils sont dans une situation d'encombrement où ils sont plus capables, qu'ils ont besoin d'aide. Moi, je ne sais pas par quel bout de commencer. Mais dans le fond, quand on fait le processus, justement, on se rend compte à quel point on a acheté des objets qui n'ont aucun sens, qu'on n'a pas de besoin ou qu'on a accumulé durant la vie.
Et c'est là où, justement, tout le processus aussi vient de se dire, mais OK, mais pourquoi j'achète un objet? Pourquoi il rentre dans ma maison? Est-ce qu'il va être utile? Est-ce que je vais l'utiliser sur le long terme? Qu'est-ce qu'il m'apporte? Est-ce que c'est une plus-value dans ma vie ou non? Donc, c'est tout ce processus-là. Donc, oui, on le fait après. Bien, moi, en tout cas, je l'ai toujours été une valeur éco-responsable. C'est aussi pour ça que je voulais enseigner aux gens. Mais c'est ça. Donc, on apprend à travers ce processus à changer notre mode de consommation. Donc oui, on apprend à consommer différemment, mieux et moins. C'est peut-être pas être zéro déchet, mais ça a quand même un impact sur l'environnement parce que si on consomme différemment et moins, ben oui, on a aussi un impact positif sur l'environnement. Oui. Donc, je trouve que c'est bien dit. Puis, quand tu commences, souvent, tu amènes le fait de se poser la question, de dire oui ou de dire non, de faire un choix. Personnellement, quand j'ai commencé à regarder un peu tout ce que mon utérus pouvait consommer ou tout ce qu'il pouvait rejeter, si on veut, j'ai commencé à me dire, ben j'ai regardé un peu tout, là, les serviettes, les tampons, tu sais, que ça passe par la menstruation, la contraception, la pilule contraceptive. J'ai commencé à faire mes recherches, défrichage de terrain pour savoir qu'est-ce qui se passe, où ça va, tout ça. Puis, tu sais, on sait que en un an, c'est 12 milliards de déchets de serviettes et de tampons et plus qui sont délivrés dans l'environnement. On sait aussi que la pilule contraceptive, bien, une fois que ça passe par l'urine, c'est rejeté par les toilettes, ça va dans les eaux, ça va dans notre fleuve. Ça influence les poissons, ça influence aussi nous parce qu'on boit cette eau-là aussi éventuellement. Donc, ça crée vraiment comme un débalancement dans l'écosystème. Fait que j'ai commencé à voir tout ça, puis j'ai fait wow, attends une seconde, comme j'ai vraiment un impact majeur juste à comprendre tout qu'est-ce que j'ingère, puis est-ce que j'ai des choix? Est-ce que je peux faire des choix associés à ça? Est-ce que je peux utiliser, par exemple, une coupe menstruelle, une culotte menstruelle, au lieu de jeter ma serviette tous les mois? Puis c'est aussi le processus aussi, quand je parlais de c'est générationnel, puis on se pose plus de questions vraiment parce que c'est comme, ça fait partie du roulement qui est dans notre société actuellement. Bien, de me dire que, pourquoi je le fais comme ça? Puis c'est tellement large aussi parce que quand je parlais de tabou, le sang menstruel, par exemple, c'est quelque chose aussi de prendre contact. Il y a des femmes qui, dans mon processus, que j'ai eu des discussions, qui étaient comme, ben moi, toucher à ma coupe, l'insérer dans mon vagin, puis toucher à mon sang, je suis pas vraiment confortable avec ça. Fait qu'il y a tout un processus intérieur aussi avant de dire « let's go, on fait zéro déchet ». Il faut se remettre aussi, tu sais, il faut se laisser le temps de vivre notre processus, tu sais, intérieur avant de dire « moi, je vais vraiment prendre soin de l'environnement ». Puis je pense que c'est au fur et à mesure que ça se crée ça. En tout cas, pour moi, ça a été ça. Puis d'entendre parler plusieurs femmes, c'est ça le processus aussi. Il y a quelque chose de très interne avant de l'extérioriser, si on veut. Ouais. Okay. Bien, c'est ça. Je vais rebondir exactement sur ce que vous avez dit toutes les deux. Puis le mot d'ordre, c'est comme de remettre les choses en question, d'arrêter les automatismes, puis de mettre de l'intention dans nos actions, au lieu de les faire parce qu'on les a toujours fait comme ça ou parce que les autres le font comme ça. Bien, on s'arrête puis on choisit de les faire parce qu'on choisit que c'est de cette façon-là qu'on veut vivre. Fait que je pense que ce petit déclic-là où on dit « Hey, je suis en contrôle de ce que je consomme, je suis en contrôle de ce dont je m'entoure », ça, c'est ça, pour mettre de l'intention dans notre quotidien. Je pense que c'est ça le principal lien. Fait que la conscientisation autour de se poser des questions, tu sais, je pense que ce serait vraiment intéressant de creuser un petit peu plus à ce niveau-là. Quelles seraient des questions que vous encourageriez tout le monde qui est dans la salle et chez eux à nous écouter à se poser? Bonne question. Bonne question. On va avoir un temps de réflexion. Une question ou une attitude? Moi, on en avait parlé, puis moi, je pense que l'attitude d'ouverture, c'est la principale, c'est la posture dans laquelle il faut se mettre pour aborder des changements. Juste comme être ouvert à ce qu'on risque de découvrir quand on entreprend un processus. Là, je parle du processus de désencombrement qui est celui que je connais le mieux, mais la première chose à faire pour aborder un processus de désencombrement, c'est de se mettre dans une posture d'ouverture par rapport à ce qu'on peut découvrir. Là, je parlais que le rapport aux objets, c'est ce qui m'intéresse, puisque c'est ce que j'espère que mes clients vont accepter de remettre en question. Puis quand je parle de rapport aux objets, je parle de notre rapport aux cadeaux, de notre rapport aux livres, de notre rapport, de notre façon d'acheter des vêtements. C'est toutes ces choses-là, là, ça a l'air abstrait, mais c'est très, très, très concret. Donc, d'accepter que durant le processus de désencombrement, on va ébranler des certitudes, puis qu'on va accepter de peut-être
laisser ces façons de faire-là de côté pour décider de renoncer à acheter des cadeaux, décider de, tout d'un coup, acheter de seconde main, de se mettre ça comme un premier choix, acheter de seconde main, d'accepter que peut-être on n'a pas besoin de nos livres pour... je sais pas, être intelligent. C'est ça. Donc, c'est la posture d'ouverture, je pense. C'est pas une question, mais c'est comme une attitude qui fait que là, après, il y a plein de choses extraordinaires qui peuvent se passer dans le processus. Oui, c'est vrai. Moi, je dirais aussi de faire le bilan, de justement s'arrêter puis se dire, OK, mais je suis rendue où? C'est quoi qui se passe? D'observer, en fait, ce qui se passe autour de nous, parce que souvent, on ne voit même plus notre environnement. Tu sais, moi, je vais chez des gens, puis ils se rendent même plus compte qu'il y a du stock partout. Donc, à un moment donné, c'est juste de se dire, OK, d'ouvrir les yeux aussi, puis de faire le bilan, d'observer toute sa vie, son mode de vie, puis de se dire, bon, mais OK, justement, est-ce que ça me correspond? De rentrer vraiment rapidement dans ce questionnement, puis d'arrêter, justement, d'être influencé par tout l'extérieur. Tu sais, puis c'est sûr qu'on a énormément de pression, que ce soit la société de consommation, de surconsommation, le marketing qui nous prône tellement d'affaires, on est tout le temps sursollicité, alors qu'en fait, on n'a pas besoin de ça. On se fait brainwasher là, tout le temps à nous dire qu'est-ce qu'on devrait faire pour être heureux. Puis dans le fond, c'est nous qui le savons, c'est à l'intérieur de nous. Donc, c'est juste de faire ce bilan-là, puis de se questionner soi-même, de se dire, mais oui, moi, qu'est-ce que je veux? Puis c'est pas de... Des fois, les gens disent, ouais, mais c'est être égoïste, puis tout ça. Non, c'est juste se recentrer pour justement avoir une vie qui a du sens, puis se dire, est-ce que je suis en accord avec moi-même? Est-ce que je suis en accord avec ce qui se passe dans ma vie? C'est tout, là. Donc, c'est vraiment ce bilan-là qu'il faut faire aussi. Après ça, c'est de passer à l'action, tu sais, c'est tout. Puis la moindre petite action, tu sais, quand on le fait, des fois, c'est juste ouvrir un tiroir, puis de prendre une trousse, puis de sortir une affaire. C'est déjà ça. Parce que des fois, souvent, les gens voient ça tellement gros. C'est comme, oh mon Dieu, mais j'y arriverai pas. Tu sais, le zéro déchet aussi, mais tu sais, il faudrait que du jour au lendemain, on soit zéro déchet, puis qu'on ait tout enlevé nos affaires. Non, c'est pas comme ça que ça marche. On y va petite étape par petite étape. C'est comme ça qu'on arrive à l'intégrer, puis à le comprendre, puis que ça aille bien. Question, je ne sais pas, posture peut-être plus, mettons, d'être capable de se remettre en question puis de ne pas être sur la défensive par rapport à cette remise en question-là. Je pense que c'est le premier pas pour arriver à quelque chose. Parce qu'à partir de là, on peut juste mettre tout sur la table puis faire qu'est-ce que je choisis, est-ce que je sais pourquoi je le fais ou je ne le sais pas du tout. Puis ça, c'est déjà un bon indice sur ça a peut-être besoin d'être remis en question, tu sais. Ouais. Puis à ce moment-là, on clarifie, on aligne, puis OK, fine, là, c'est juste avec moi, parfait, je change de direction, je vais regarder autre chose. Fait que je pense que initialement, c'est ça la base, parce qu'on a l'impression quand on parlait de démocratiser, démystifier, de rendre ça accessible, on a l'impression qu'on n'est pas correct, en fait, puis qu'on devrait faire mieux ou on devrait être meilleur. Puis là, déjà, dans cette posture-là, c'est bien de vouloir faire mieux, mais si on est dans une posture où on a l'impression qu'on n'est pas correct, puis qu'on ne peut pas se remettre en question, puis qu'on est vraiment en défense par rapport à nous-mêmes intérieurement, on n'arrivera à rien. On va rester dans un cul-de-sac, puis on ne va pas bouger. Puis c'est comme, après de le dévoiler aux gens autour de nous, c'est que c'est tout un autre processus aussi. Autant, tu sais, il ne faut pas négliger tout ça, je pense, parce que autant de changer son style de vie, on peut être confronté aussi à l'extérieur. Puis des fois, c'est bien de prendre son temps parce qu'on n'est peut-être pas prêt à le dévoiler. On n'est peut-être pas prêt à discuter. On n'est peut-être pas prêt à l'amener à notre famille, à notre mère, à notre père qui a déjà un style de vie puis qui vont juste faire « Elle est donc bien bizarre, elle, à Noël, quand elle arrive avec ses affaires, puis elle me parle de sa coupe, puis quand je m'en vais dans ses toilettes, je vois des culottes menstruelles qui sont accrochées sur le bord du bain. » Tu sais, c'est comme... Peut-être qu'on... Tu sais, il y a tout un long processus, ou peut-être ça peut être court, mais il y a un processus, puis je pense que chacun son rythme, tu sais, à travers ça. Fait en tout cas, moi, c'est mon opinion par rapport à ça. Mais je trouve que tu as raison aussi, le fait de le faire d'abord pour soi, tu sais, puis d'être d'abord ancré avec soi-même, d'être en accord avec soi-même. Parce qu'en effet, l'extérieur, c'est beaucoup de pression, la famille et tout, c'est vraiment difficile. C'est peu importe ce qu'on fait dans nos vies, on est jugé, tu sais, que ce soit la famille, que ce soit la vie. Mais c'est ça, de d'abord être certain de ses choix, puis après ça, en effet, le deuxième step, un peu plus tard, de peut-être le parler à l'extérieur, parce qu'il y a beaucoup de jugement et beaucoup de culpabilité. Aussi, les gens, quand tu dis, quand ils ne sont pas capables de le faire ou qu'on voudrait le faire tout au complet, puis on n'y arrive pas, il y a énormément de culpabilité qui rentre. Donc, toujours le faire dans un processus de bienveillance, de le faire pour du bien, puis qu'on soit mieux, puis qu'on se sente bien, c'est tout. Puis, quand on pense à, quand on pense à ce changement-là,
on dirait qu'on voit tout, tu sais, on est quand même, on est capable de planifier les coups, puis c'est quand on voit le tout que ça décourage un peu de dire, il faut que j'entende ça, mais en plus, il faut que j'en parle, en plus, il va falloir que je commence à aller... Là, on tombe complètement dans l'autre polarité du face, puis ça fait plus de sens, tu sais. C'est exactement là où je m'en allais, tu sais. Je pense que c'est quand on parle de ces grandes démarches-là, tu sais, ça peut, on en parle intellectuellement, puis on le voit comme une obligation. OK, il faudrait que je me mette au zéro déchet, il faudrait que je désencombre chez nous, mais on oublie que c'est un processus qui est absolument à la fois vertigineux et grisant de s'embarquer là-dedans. Quand tu acceptes de te challenger, c'est comme partir en voyage avec un petit sac à dos, avec pas de plan. Il n'y a pas de plus belle sensation que ça, de juste accepter de se laisser porter un peu par ce qu'on va découvrir. Dans le désencombrement, moi, c'est ce que j'adore. Mes clients, souvent, ils ont une idée très précise de ce qu'ils veulent faire avec leur environnement, puis leur maison, puis comment ils veulent s'organiser, puis ils veulent rajouter des tablettes, je t'en parlais, mais, tu sais, moi, je leur dis tout le temps, ben, c'est correct que tu aies cette envie-là, mais mets ça sur hold un petit peu parce que tu sais pas si tu vas avoir besoin de tablettes à la fin. Tu n'auras tellement pas besoin de tablettes à la fin. Le fameux problème de tablette. Le fameux, mais tout le monde a un enjeu de tablette, mais en réalité, tout le monde a un enjeu d'abondance, mais on ne sait pas où ça va nous conduire. Puis à mesure qu'on se met là-dedans, puis qu'on désencombre, les gens sont... En tout cas, moi, mes clients me disent, « Hey, là, finalement, j'ai décidé de renoncer à ma voiture. » Puis là, ça, c'est un peu extrême, mais ça arrive, tu sais. Puis j'ai des clients qui sont plus capables de s'arrêter, puis qui m'envoient des photos à 9 h le soir, comme c'est arrivé hier, de combien il avait continué après que je sois partie. Puis il y a vraiment une énergie à aller puiser dans cette transformation-là. C'est extrêmement empowering de faire ça aussi. C'est ça, ça t'énergise, ça te donne le contrôle sur ta vie, ça te donne de la clarté par rapport à là où tu veux aller dans la vie. Fait que faut pas voir ça comme un processus à travers lequel tu dois passer pour être une bonne personne, mais c'est juste un exercice absolument libérateur et révélateur par rapport à soi, qui fait tellement de bien, qui est tellement positif. Il faut accepter de se laisser guider par ça sans savoir où ça va aboutir. Peut-être que tu vas le vendre ton condo, tu vas t'acheter une vanne, tu vas disparaître à l'autre bout du monde. Peut-être, tu sais, que tu vas juste t'arranger pour que tout soit bien pour la routine du retour de l'école chez toi puis que ça soit smooth. On ne sait pas où ça peut nous amener, mais ce qui est sûr, c'est que ça nous permet de nous reconnecter sur ce qui a de la valeur pour nous. Alors, dans ce sens-là, je veux dire, il y a juste tout à gagner de s'embarquer dans ce processus-là. Ouais. Puis d'être tolérant aussi, d'accepter qu'il y a des journées où ça ne va pas, ou qu'il y a des journées où on ne peut pas. Mettons, tu sais, tu arrives, tu es en voyage ou peu importe, puis que là, tu veux être zéro déchet, mais que là, il n'y en a pas d'épicerie zéro déchet. Tu sais, d'accepter qu'en est, c'est correct d'avoir une tolérance aussi dans ça, parce que souvent, on est très dur envers soi-même, puis on veut tout faire parfaitement, puis... Mais en fait, non, c'est correct aussi. Dans le désencombrement aussi, il y a des journées où on se lève, puis crime, ça va pas en tout, puis laisse faire cette journée-là, fais autre chose. Puis, parce que c'est ces moments-là qui sont hyper décourageants, parce qu'on s'arrête là-dessus, on met le focus que « Ah, je suis pas capable, je suis pas arrivée ». Mais non, c'est correct, c'est une mauvaise journée. Tout le monde en a des mauvaises journées. Donc, on passe à la suivante, on se refocus, on reprend de l'énergie, puis on continue. Donc, petit pas après petit pas. Puis, en effet, c'est extrêmement libérateur quand on fait ces affaires-là. On apprend tellement à se connaître, à changer, parce que souvent, l'affaire des tablettes, là, les gens, justement, en effet, en désencombrement, la première chose qu'ils font, c'est se garrocher au magasin pour acheter des systèmes de rangement puis des bacs de rangement. J'arrive tout le temps là, il y a plein de bacs et tout, il y a une pièce remplie de bacs. Je fais « Ouais, mais c'est pas ça le but. » Mais c'est de comprendre justement que l'organisation, c'est la cerise sur le sundae dans notre métier. C'est à la fin, quand on sait l'inventaire qu'on garde, qu'on a passé à travers le processus, que oui, on va placer les choses pratico-pratiques, qu'on va s'organiser. Mais à la base, c'est ça, c'est vraiment le désencombrement. Puis c'est le désencombrement qui fait le processus libérateur, qui permet de savoir qu'est-ce qui est important dans notre vie, qui permet de se recentrer puis de se mettre vers l'essentiel. Donc c'est ça aussi. Là. Puis c'est ça qui fait partie, tu sais, quand on dit oui, slow living, mais tu sais, slow living, c'est ça, c'est juste de mettre ce qui est important, puis de ralentir un peu, parce qu'on est toujours pris dans ces tourbillons-là, puis de juste comme replacer les choses, puis de se dire en bienveillance, j'essaye de faire au mieux à tous les jours, point. Puis ce fragment de conscience que tu as aujourd'hui, dans 2 ans, il va te servir, mais ça sera plus ça. Fait que c'est comme ta tablette, peut-être que c'est même pas ça que ça va être ton idée. Ça va peut-être être du système de poulie, je sais pas. Mais oui, mais parce qu'on change, on est en constante évolution, donc tout change avec nous aussi. Exactement. Puis moi, en tout cas, personnellement, dans ce processus-là de slow living, où je prends le temps de réfléchir à remettre en question, puis de pas me sentir que je suis pas correcte, bien, ça a réveillé un état de souveraineté à l'intérieur de moi. Puis ça, c'est vraiment délicieux parce que tous les jours, c'est ça que je cultive plus. Puis c'est là où je mets plus mon focus, en fait. Fait que ça me permet de pas chercher à voir tout le paysage, mais plutôt de ressentir intérieurement ça, tu sais, le oui ou le non, tu sais. Puis je le choisis, puis j'ai des choix aussi, tu sais, en tout cas.
Ça, c'est vraiment fort. Moi, je trouve que c'est ce que tu dis, là, le mot souveraineté, puis cet état-là, je pense que c'est le plus grand bénéfice que tu peux tirer de t'embarquer dans une démarche de pleine conscience, si on veut, là, qui est ça. Parce que si tu dis oui ou tu dis non par rapport à, dans mon cas, c'est un objet que tu gardes, tu dis oui ou tu dis non par rapport à tel événement dans mon agenda, tu dis oui ou tu dis non par rapport à une proposition que tu reçois, puis finalement, à force de dire non, tu y prends goût, hein? Ou à force de dire oui, tu y prends goût, mais tu sais, à force de parler avec son cœur, là, puis tu sais, simplement essayer de se reconnecter sur ce que tu as le goût de faire, ça devient addictif, mais ça rayonne dans toutes les autres sphères de notre vie, ça nous donne une liberté dans toutes les autres sphères de notre vie, puis ça, c'est vraiment priceless, je trouve. Oui, puis c'est exponentiel, puis c'est contagieux. Parce que quand les gens, souvent, quand on a des familles et tout, il y a une personne à la famille, souvent c'est les femmes quand même qui vivent plus cette pression, cette charge mentale aussi par rapport à la maison, qui vont nous appeler puis ils vont faire « Ouais, mais là, mon conjoint, il veut pas embarquer. » Puis, tu sais, mais finalement, quand on le fait pour soi-même, puis moi, c'est ça que je dis tout le temps, je dis, commencez par vos affaires, faites vos affaires pour vous, puis vous allez voir, tout d'un coup, on inspire. Puis les gens, finalement, font « Ah, t'as l'air d'aller mieux aujourd'hui, t'es plus souriante, t'as l'air bien. » Donc là, ils font « Ah, ça a l'air de marcher, ton affaire. » Donc là, ils embarquent. Puis c'est comme ça, au lieu de forcer, de prôner, puis tout ça, non, c'est comme expérimentez-le, vivez-le, puis vous allez voir qu'en le vivant, parce que c'est quand même des concepts qui ne sont pas très palpables, tu sais, de ce qu'on fait. Donc, après ça, quand on le vit, qu'on l'expérimente, tout d'un coup, on comprend les bienfaits que ça peut apporter. Puis là, c'est plus facile de le partager aux autres autour de nous, de le faire comprendre, puis que les autres embarquent aussi, puis continuent, puis que justement, ça devient exponentiel, puis tout autour, puis tout d'un coup, la famille embarque, puis les amis aussi, puis comprennent. Puis c'est ça, là, donc c'est ça qui devient le fun, parce que ça prend de l'expansion, puis ça va autour de notre entourage aussi. Ouais. On parle du beau côté, mais j'ai aussi envie, je veux comme faire l'avocat du diable. Oui, non, mais il faut aussi, c'est vrai. En disant que oui, ça inspire, mais dans ces changements-là, ça peut aussi déranger. Puis personnellement, j'ai voulu aller plus à mon rythme, donc je suivais vraiment mon cycle menstruel pour voir un peu chaque phase, ça ressemble un peu aux saisons, ça me rapprochait beaucoup de Mère Nature et tout ça, mais j'avais envie de l'appliquer partout à un moment donné dans ma vie, où est-ce que même le travail, ça faisait plus de sens pour moi. Puis ça peut être complexe à certains niveaux quand on parle d'emploi, par exemple, que j'étais en milieu médical où ça allait super vite, où j'étais rendue en gestion, où j'avais un téléphone, ça sonnait tout le temps, tu sais, puis je me suis dit, bien, là, c'est là où j'ai eu ma conscience de faire, « Hey, moi, ça marche plus, là. Ça va plus vite que moi, puis je le sens dans mon corps que ça va pas du tout. Comment je vais faire, tu sais? » Mais il faut se laisser le temps aussi, tu sais, puis d'accepter ou d'accueillir que ça se peut qu'on se bute des fois, parce que oui, on inspire, puis oui, on voit le beau sourire, mais d'un autre côté, des fois, ça peut aussi être déstabilisant, mais ça veut pas dire qu'on n'est pas correct dans ce qu'on fait. Puis c'est pas de se remettre en question, c'est toujours de revenir dans cet état de souveraineté, tu sais. Puis c'est pour ça que je disais ça, tu sais, quand tu cultives ça, bien, c'est toi, tu te dis, est-ce que je suis bien là-dedans? Oui, let's go, on continue. Tu sais, puis c'est ça constamment, parce que oui, il y a des moments où on va faire, waouh, je me suis sentie accueillie, j'étais vraiment dans une belle gang, puis d'autres fois, tu fais, ouf, ça a été tough ce moment-là, tu sais, est-ce que c'est moi qui n'est pas correct? Puis là, il y a des remises en question, tu sais. Des remises en question, mais je pense qu'on fait aussi, du coup, du ménage aussi un peu autour de nous, parce que, tu sais, à un moment donné, les gens qui ne te comprennent pas profondément, qui n'acceptent pas que tu changes, bien, c'est ça, la vie fait aussi que des fois, il y a des amitiés, il y a des relations, des choses qui rentrent dans nos vies pour qu'on apprenne certaines affaires, puis tout d'un coup, ça se détache. Puis, tu sais, le minimalisme, ce qui s'applique, comme on le disait, tu sais, à plein de sphères. Tu sais, c'est oui, on commence souvent par les objets, mais après ça, on se rend compte des fois qu'il y a des amitiés qui sont toxiques ou qu'il y a des activités qu'on fait qui ne nous correspondent pas, mais qu'on faisait aussi peut-être par habitude ou simplement parce que l'entourage, on était là-dedans. Donc, c'est vraiment, je pense, ça remet tellement de choses en question, puis ça va vraiment juste à se dire qui on est. Ça revient toujours à ça, à qui on est, puis être en accord avec soi-même en premier, je pense, puis c'est ça. Bien, je pense que je rebondirais là-dessus. Vous parlez tous du processus, puis je pense que vous en avez fait une carrière, dans le fond, le slow living, le slow care, le minimalisme. Mais pour tout le monde ici, pour nous, pour moi, pour elle, pour lui, quelqu'un qui retourne chez eux ce soir, c'est quoi une première étape qu'il peut faire pour dire, OK, bien, je me lance dans mon processus à moi de slow living? Comme première chose. Ben moi, je dirais se craquer. Parce que souvent, il y a comme une petite machine qu'on peut
craquer, puis à un moment donné, là, genre, je suis prêt, je pars. Puis ça c'est bien de partir avec cette énergie-là. Puis je sais qu'il y a plein de gens qui choisissent de se craquer en lisant des livres là-dessus, en regardant des documentaires là-dessus. Mais je pense que de se laisser inspirer par les processus que d'autres personnes vivent, puis de constater les bénéfices que ces gens-là en retirent, ça peut vraiment nous donner le goût. Donc, ou choisir un tiroir, puis se lancer carrément, sans attendre, je dirais, selon le mood, de s'inspirer ou se lancer. Donc, un premier petit pas. Ouais. Quand tu parles de crinquer, ça me fait penser à un moment de ma vie où j'avais regardé un documentaire sur la santé hormonale, puis comment est-ce qu'il y a tellement de perturbateurs endocriniens. Là, ça m'a crinqué. T'as pas vu une fille faire toutes ses armoires, puis tout chuter, c'était pas mieux, mais genre, j'ai été fâchée, j'ai appelé ma mère, j'ai dit, là, maman, ça marche pas chez nous. J'étais comme, je peux pas croire que je suis rentrée dans cette machine-là. Fait que ça, je me suis, tu sais, je pense à ça, je suis comme, ouais, crinquer, des fois, ça aide à faire comme de raser quelque chose. Un premier jet. Ouais, effectivement, je pense à ça. C'est vraiment intéressant. Non, c'est ça. Des fois, ça prend juste une affaire pour le déclic, vraiment, où on se dit, OK, je passe à l'action. Puis souvent, il y a des gens, justement, qui se renseignent, qui lisent là-dessus et tout, puis qui vont être très informés, mais qui vont jamais oser faire le pas de dire, OK, j'y vais, je passe à l'action. Donc, c'est vraiment juste ce petit moment de se dire, go, je me jette dans le vide, j'essaye. Parce que de toute façon, c'est pas grave, c'est de l'essai-erreur, tout ce qu'on fait, nous aussi, là. On fait des affaires, puis finalement, non, telle affaire, ça marchait pas, donc j'implante autre chose. Donc, c'est de se donner le droit de se tromper aussi, puis simplement de commencer, puis d'essayer. Puis oui, ça se peut qu'il y ait des gens qui vont embarquer là-dedans, vont faire finalement, c'est pas pour moi, c'est correct. Moi, des fois, je dis les clientes qui me disent, mais moi, je serais jamais comme toi, je me rendrai jamais là où tu es rendu. C'est pas ça que je te demande de faire. C'est pas le but de l'exercice non plus. Donc, c'est vraiment simplement de se dire, go, on y va. Puis comme je disais, un tiroir, une armoire, peu importe. Ou justement d'aller dans les armoires, dire, je jette ça, je me lance dans quelque chose. C'est pas grave d'essayer. Simplement de ne pas avoir peur d'essayer. Puis on a le droit de faire des erreurs, on a le droit d'échouer puis de recommencer. Ouais. Puis Marie-Sophie, tu mentionnais aussi tantôt le bilan. Oui, vraiment le bilan de réfléchir, de juste s'arrêter et réfléchir. Parce que justement, dans nos vies qui vont tellement vite, on ne réfléchit plus. Puis comme on disait, la souveraineté ou de reprendre le contrôle, bien, c'est ça aussi, de se dire, mais attends, moi, qu'est-ce que je veux pas, ce que tout le monde me dit qu'il faudrait que je fasse. Donc, vraiment, de faire ce bilan-là, d'observer où on en est rendu dans sa vie, puis de prendre des décisions, de vraiment se dire, mais est-ce que ça me correspond, est-ce que ça me correspond pas, est-ce que c'est là que je veux aller ou non? Parce qu'on change, puis souvent, on se rend pas compte qu'on a changé aussi. Parce que ça va vite dans nos vies, puis justement, à un moment donné, on n'est plus la personne qu'on était dans le passé, puis on sait pas qui on sera demain. Donc, juste de nouveau se rancrer dans le présent, puis se dire, bien, aujourd'hui, qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie, puis c'est quoi qui se passe autour de moi? Puis après ça, c'est là où on peut partir en action, puis se dire, go, j'y vais. Super. Puis Valérie, lorsqu'on discutait, tu mentionnais l'importance de vraiment s'informer, tu sais, d'avoir un espèce de, bilan de sa vie actuelle, mais bilan de soi. Comme pourrais-tu élaborer un petit peu là-dessus? S'informer à l'extérieur, c'est ça que tu veux dire? Bien, s'informer à l'extérieur. Puis je pense que vous avez tous mentionné des ressources, puis on y reviendra. Mais tu penses... De mon côté, c'est un peu plus complexe, mettons, parce que, tu sais, je considère, en tout cas, qu'actuellement, il n'y a pas beaucoup de structures qui va permettre à la femme d'aller à un lieu pour s'informer sur toutes les phases de sa vie. Puis donc, pour moi, ça a été un peu comme je parlais tantôt, du défrichage de chemin où je suis allée de temps en temps sur Internet ou de temps en temps, je posais des questions à un médecin parce que j'avais, heureusement, tu sais, je travaillais en clinique, fait que j'avais accès à certains trucs. Puis à un moment donné, j'ai ramassé tout ça dans mon coffre à outils, mais c'est pas évident. Puis j'ai de la misère à y répondre parce que, tu sais, c'est comme tellement en silo. Qu'il n'y a pas un endroit où, tu sais, il y a des livres que je suis allée chercher en lien avec la santé de la femme, en lien avec l'utérus, en lien avec la santé hormonale, en lien avec le cycle menstruel, en lien avec comment je vais utiliser les accessoires qui vont aider à mon cycle, mais il n'y a rien qui fait que, je peux juste faire, hey, j'ai des questions, c'est mes premières menstruations, je fais quoi? Hey, j'ai des questions, y a-t-il d'autres choses que la pilule contraceptive? Puis, Google peut vraiment aider, mais c'est pas nécessairement toujours des bonnes références. Puis c'est ça. Fait que c'est un peu ça que j'avais envie de répondre à ta question. Non, mais je pense que ça fait un super beau lien. Je pense que c'est le moment de la discussion où on est tous curieux et curieuses d'en savoir plus sur vos entreprises. Les trois, vous êtes des entrepreneurs. Donc, je serais curieuse qu'on rentre un petit peu là-dedans. Quelles sont vos entreprises? Puis c'est comment travailler avec vous? Donc...
Si je peux continuer, parce qu'on dirait que ça fait la suite logique, mettons. De mon côté, Moment Sacré, ça existe depuis 6 ans. C'était très nomade jusqu'à la pandémie, puis ça a été nomade virtuel. Puis là, maintenant, suite à un accouchement, mon bébé a 5 mois, j'ai lancé le projet que j'allais avoir un commerce, un lieu, une boutique, services et produits où la femme va pouvoir venir se présenter de la première menstruation à la ménopause. Donc, que ce soit des références de livres, que ce soit des coupes menstruelles, de la lingerie en coton bio, que ce soit de connaître, de savoir comment je peux donner naissance physiologiquement, si j'ai des questions sur l'allaitement, j'ai des questions sur mon cycle menstruel. Tout ça va se retrouver sous le même toit. Donc, ça fait plusieurs années que j'ai ramassé, comme je disais, là, un peu tout dans mon sac. Puis là, aujourd'hui, c'est prêt à être offert. Puis il va y avoir toute une belle équipe d'expertes ou d'experts peut-être, pour l'instant sont expertes dans leur domaine pour aider et supporter et offrir de l'information aux femmes ou aux familles qui vont désirer venir nous rencontrer. Fait que voilà. Super. Fait que, on parle de boutique physique, d'équipe d'experts, vraiment un accompagnement en 360 dans le fond, là, de toutes les phases. Bien, super. Puis je pense que tu as une bonne nouvelle qui s'en vient très bientôt. En fait, j'ouvre mes portes la semaine du 1er octobre, un soft opening, slow, d'une semaine environ, où est-ce qu'il va y avoir plusieurs journées thématiques et tout ça pour rencontrer l'équipe, mais aussi présenter l'horaire, présenter les produits. Ça va des dildos en quartz à l'œuf, à la coupe menstruelle, au thermomètre d'ovulation, tout ce que tu veux, des tests de grossesse, il va tout avoir là. Super. Bien, parfait. En tout cas, on a hâte d'aller voir ça. Puis justement, ce serait à quelques minutes du Parc La Fontaine. Là, oui, en fait, ça va être sur le plateau de Montréal, coin Chabot et Avenue Laurier-Est. Parfait. En tout cas, on a hâte. Félicitations, c'est un beau projet. Merci. Bien, Marie-Sophie, est-ce que tu peux prendre le relais? Oui, oui. En fait, moi, j'ai l'entreprise depuis 5 ans maintenant. Moi, je suis basée à Québec. Donc, moi, j'ai des services, en fait, qui partent de la consultation vraiment à domicile avec les séances de désencombrement qui suivent après, où je viens physiquement. Donc, là, les cheveux attachés, on est prêt à tout sortir le stock des armoires puis à le faire avec les gens. Et sinon, j'ai aussi un podcast. Donc, les gens qui veulent suivre pour plus entendre parler de ce mode de vie-là et tout, le podcast a démarré ce printemps. Et puis sinon, le gros changement à cause de pandémie aussi, je me suis adaptée. Donc, j'ai créé en fait un programme d'accompagnement qui s'appelle « Ma maison, mon repère » pour que vraiment la maison devienne le point d'ancrage, le point de repère. Donc, c'est un accompagnement sous forme de cohorte de 6 mois. Donc, la prochaine cohorte démarre là. Les inscriptions vont ouvrir autour de 15 septembre pour commencer la cohorte en octobre. Donc, c'est un accompagnement de groupe. Donc, parce que moi, je me suis rendu compte que l'effet de groupe aussi, tu sais, quand on disait les ressources, là, quand on est en groupe, quand la gang s'est mise ensemble, c'est parler sur Facebook, puis se craindre, s'aide ensemble, qu'on a une compréhension, qu'on a des gens qui vivent la même chose que nous, ça a beaucoup aidé cette espèce d'énergie de groupe. Donc, c'est ça. C'est la prochaine cohorte démarre là, puis ça va être un autre 6 mois d'accompagnement avec du coaching à toutes les semaines, de coaching de groupe de 2 heures. Et puis du coaching privé avec moi, puis des capsules vidéo. Il y a au-delà de 60 capsules vidéo là, pour aider les gens dans cet accompagnement-là. Vraiment intéressant. Ça s'en vient bientôt aussi. Donc, oui, c'est ça. On est en pleine campagne. Puis là, j'ai un défi, en fait, défi minimaliste que je fais en ce moment sur la page Facebook. Donc, si les gens veulent embarquer, ils peuvent. C'est vraiment le jeu, comme à chaque jour, on sort le même nombre d'objets que la date en question. Donc, aujourd'hui, on est le 4. Ce soir, on sort 4 objets. Donc, je fais un live à tous les soirs à 9 h sur ma page Facebook pour aider les gens. Au bout du mois, on aura sorti 465 objets de la maison. Super, quand même. C'est hot. Puis, je pense que tu mentionnais aussi le support psychologique que l'accompagnement fait. L'effet de groupe, d'avoir des personnes de ressources avec qui c'est possible de discuter de comment on se sent à travers ce processus-là. Exactement. Puis, tu sais, des ressources comme moi, puis Ariane, il y en a dans toutes les villes maintenant. Ça s'est beaucoup plus démocratisé, popularisé. Notre métier n'était pas très connu avant. Et c'est important d'aller chercher les ressources, justement. Tu sais, quand on va au gym, on se prend un coach. Tu sais, il y a des affaires qui sont rendues normales de se faire coacher. Puis pour ces affaires-là, ben oui, on est là aussi, on a une expertise, on a un soutien, on a un recul aussi par rapport à la situation des gens où nous, on n'est pas dans l'émotion. Donc, on peut les aider. Puis souvent, moi, ce que je me suis rendu compte quand même, c'est aussi que l'encombrement
a souvent une face cachée qui cache certains autres bobos en arrière. Donc, ça aide aussi des fois à faire sortir des choses. Donc, oui, l'accompagnement, d'être accompagné dans ces processus-là, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup de changements. Donc, d'avoir une référence à qui parler et tout, c'est important aussi parce qu'un des fois, on est perdu là-dedans. Donc, de savoir quelqu'un qui peut nous diriger, nous dire c'est normal que tu vives ça, c'est correct que tu le vives et tout, puis ça va bien aller pour le reste, c'est important. Donc, oui, le coaching, je pense qu'il est très, très important. Des fois, on se dit, surtout dans notre domaine, les gens disent ah, c'est juste faire du ménage. Non, non, il y a vraiment bien des choses en arrière de ça. Et c'est ça, nous, on est là justement pour pouvoir aider à ce niveau-là. OK, merci. Avec plaisir. Bien, je pense qu'on a une démarche similaire pour tout ce qui est accompagnement en présence chez les gens, parce que moi, c'est ce que je fais aussi. Fait que, comme toi, là, j'apporte des boîtes, on se retrousse les manches, puis on plonge dans le désordre, puis voilà. Donc, moi, c'est ça que je fais. Je vois mon accompagnement vraiment comme un accompagnement. Je ne suis pas la personne qui va dire « fais ça, jette ça ». Tu sais, souvent, les gens me disent au début « mais là, tu vas me faire jeter telle affaire, puis là, je ne veux pas que tu me fasses… moi, je ne ferai rien, c'est toi qui vas tout faire. » Tu sais, moi, je suis juste là pour te poser des questions. Puis comme je disais, ébranler des certitudes un peu, juste challenger tes réponses automatiques pour que tu te donnes le droit de prendre certaines libertés par rapport à un cadeau que tu as reçu, par rapport à un livre que tu gardes parce que en tout cas, pour plein de mauvaises raisons. Il y a des bonnes raisons de garder des livres, il y en a des mauvaises aussi. Mais bref, c'est un accompagnement personnel, puis c'est ce que je continue de faire, que j'adore faire. Super. Puis, lorsqu'on avait une discussion, tu me disais, il y aller vraiment pièce par pièce. Et aussi, sur ton site Internet, on voit vraiment qu'il y a, puis tu me l'as mentionné, que souvent, tu y vas, tu ne donnes pas une réponse, mais tu poses des questions, tu encourages. Et aussi, sur ton site Internet, certaines questions que tu encourages les personnes à poser, à se poser à propos des objets. C'est bien ça? Bien, c'est ça. C'est comme je disais tantôt par rapport au rapport aux objets, c'est vraiment la chose que je trouve intéressante de décortiquer, parce qu'on dirait que j'avais jamais lu là-dessus, j'avais très peu lu là-dessus sur notre rapport aux objets. Puis je trouve que c'est assez fondamental finalement. Puis je trouve que la discussion qu'on doit avoir là, devant de tout ce qui se passe, en termes d'environnement, la discussion elle a besoin d'avoir lieu maintenant. C'est par rapport à la réduction de notre consommation. Puis moi, je vois vraiment le désencombrement comme un moteur pour stimuler la réduction de la consommation. Et puis ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai le goût d'approfondir à la fois avec mes clients, mais aussi de façon personnelle. Puis j'ai un petit projet d'écriture aussi où j'essaye d'approfondir ces questions-là parce que je pense qu'il y a une urgence. Il y a une urgence, mais il ne faut pas que ça soit présenté comme un devoir. En fait, c'en est un. Il y a un devoir, mais il y a un devoir de faire sa part, il y a un devoir de réduire sa consommation. Il y a absolument un devoir, mais en même temps, on ne parle pas assez de tous les bénéfices personnels qu'on peut tirer de cette démarche-là. Puis, je pense que d'arrimer la notion de devoir, puis la notion de bien-être qui est associée à cet exercice-là, c'est fondamental pour le rendre populaire, cet exercice-là, puis pour donner envie aux gens de se lancer là-dedans. OK. Bien, je pense que ça fait un super beau parallèle. Tout à l'heure, vous avez tous mentionné des bienfaits inédits, un peu sortis de nulle part, qu'on n'attendait pas. Il faut savoir où ça... On ne sait pas où ça va nous mener. Mais justement, est-ce que vous avez des témoignages, ou que ce soit de vos clients, des personnes de votre entourage, même de vous-même, que vous aimeriez... Ça s'est sorti un petit peu tout à l'heure, mais que vous aimeriez partager aujourd'hui? Oui. Bien, en fait... quelques témoignages. Une femme, par exemple, une cliente qui finalement, on a tellement travaillé à détabouiser tout ça qu'elle n'avait jamais parlé de ses menstruations avec son conjoint. Ça l'a vraiment ouvert une discussion. Où est-ce que maintenant, c'est comme la ouverture à tous ces sujets-là, puis de vouloir même en faire, pendant ses menstruations, elle veut même avoir des relations sexuelles. Fait que c'est vraiment là, comme elle est vraiment à l'extrême, elle va porter son sang à la terre, puis dans ses pots de plantes, puis c'est vraiment dans ce sens-là, mettons, là, tu sais, comme où j'en ai d'autres que c'est juste ce sentiment-là qui va se réveiller de souveraineté dont je parlais. Ça, c'est assez commun, là, où est-ce que vraiment ce mot-là va ressortir par lui-même, là, sans vraiment influencer la femme, puis lui dire que c'est là que ça va, mais ça revient assez souvent, ça. Ouais. Moi, je dirais que j'ai eu pas mal de témoignages aussi, mais le principal qui revient souvent aussi, c'est que ça va tellement au-delà de juste faire du ménage. C'est que vraiment, justement, les gens, ça leur permet de changer leur vie. Puis moi, quand une personne me dit, tu sais, moi, j'allais magasiner
pour justement me changer les idées, pour me réconforter, pour me faire du bien, puis que maintenant, je me réalise que c'était un fardeau que je m'imposais, en fait, parce que tous ces objets-là, j'ai dû les gérer pendant des années, puis je les ai encore qui s'imposent à moi. Puis maintenant, cette personne-là fait le choix de dire non, je ne vais plus magasiner, mais à la place, je m'en vais me promener dans le bois, puis je m'en vais faire d'autres choses, je vais passer du temps de qualité, je vais me promener, elle fait des road trips et des affaires de même. Et c'est ça, ça a été le plus beau témoignage. Puis quand elle m'a dit, ça a changé ma vie, puis je vois ma vie en avant d'une manière totalement différente, puis d'une manière positive. Ça, pour moi, là, c'est comme mon bonbon, là, c'est comme vraiment quelque chose. Oui, ça fait du bien. Puis on sait qu'on est là vraiment pour les aider. Puis quand ils se rendent compte par eux-mêmes, puis que vraiment ils découvrent tout ça, puis que leur mécanisme, vraiment tout leur fonctionnement change, ça, c'est comme wow, c'est-à-dire, moi, j'ai été capable d'amener ça à cette personne-là. C'est vraiment, c'est touchant. C'est touchant de voir à quel point on peut justement les accompagner, les faire se sentir épanouis puis bien avec eux-mêmes. Là, c'est comme, wow, c'est la plus belle des payes. Super. Oui, c'est ça, le fait que ça change la vie. Moi aussi, j'entends ça souvent. C'est le processus justement dans lequel les gens, ils partent tout seuls, en fait. Nous, on est là pour semer des graines, comme tu dis, puis leur donner confiance, puis dire « Hey, vas-y, t'es capable, remets ces choses-là en question. » Mais une fois que le mouvement est parti, ces gens-là peuvent aller dans plein de directions, puis oui, peuvent changer leur vie, puis sentir que leur vie est complètement transformée. Puis ça, moi, je trouve que ça n'a pas de prix. Puis il y a un témoignage, moi, qui m'avait marqué, c'est un de mes clients qui m'avait dit, on avait fait un grand ménage chez lui, puis tu sais, il était vraiment motivé, puis il y a eu une grosse transformation de son espace. Puis il m'avait dit, quand je l'avais vu après, il m'avait dit, hey, c'était écœurant, ça a augmenté ma libido, même de faire ça. J'étais comme, oh, là, on est ailleurs, c'est vraiment puissant. Puis dans le fond, c'est parce qu'il avait tellement gagné de la confiance en lui quand on a fait ça. Il était plus gêné d'inviter des gens chez lui. Il était juste comme satisfait de l'image qu'il projetait. Il avait confiance en sa capacité de se prendre en main. Puis je pense que ça a des effets qui peuvent vraiment déborder de ce qu'on peut s'imaginer. Là. Puis c'est ça, 3-4 tablettes, là, c'est bien plus. Super. Puis dans le fond, c'est ça, c'est un processus. On ne sait pas où que ça va nous mener. Puis vous aviez mentionné, oui, l'importance de se craquer, mais un peu à travers la discussion, plusieurs ressources. Peut-être que ce serait intéressant si vous avez des ressources inspirantes, que ce soit des podcasts, des émissions, des livres qui vous inspirent au quotidien ou que vous aimeriez partager pour un début de processus. J'aimerais ça vous entendre à ce niveau-là. Oui, il y a un livre que moi a été comme vraiment la porte d'entrée à tout mon processus, qui est le livre La Lune rouge de Miranda Gray, qui est vraiment... Miranda Gray, elle est connue internationalement dans ce domaine-là. Elle offre toutes sortes de choses en ligne, non seulement juste des livres, mais des formations, puis des cercles de discussion aussi. Qui m'a vraiment aidée, en fait, à travers mon processus. Puis un podcast que j'aime bien qui est Pelvic Lab. Par contre, c'est anglophone, mais elle amène plusieurs expertes qui vont parler justement de tout ce qui est en lien avec l'utérus, le vagin, tout le plancher pelvien, le bol pelvien qu'on appelle, mettons. Ouais. OK, vraiment intéressant. Bien, moi, personnellement, c'est sûr que c'est les minimalistes aux États-Unis, là, Joshua et Ryan, que je suis depuis longtemps. J'ai eu la chance de les voir à Montréal il y a une couple d'années aussi, qui étaient venus faire leur tournée. Leurs 2 documentaires de Minimalist puis Less is More, quand même, c'est une belle base, là. C'est le fun aussi. Ça permet de voir aussi ces bienfaits-là et tout. Ils ont aussi un podcast, donc, à suivre. Puis ici, à Montréal, ben moi, je suis aussi Vivre avec moins. Okay. Donc, c'est intéressant aussi sur Instagram là, de la suivre. Elle parle aussi beaucoup de minimalisme et tout, donc c'est intéressant. Donc, il y a plein de ressources au niveau du minimalisme aussi. Et aussi, Marie Kondo, là, que tout le monde connaît aussi. Oui. J'ai oublié un livre que je voulais vraiment je ne le sais pas en français, par exemple, Everything Below the Waist. C'est vraiment un livre intéressant. Okay. Je ne sais plus c'est qui l'a écrit, mais la couverture est jaune et rose flash. C'est vraiment un bon livre. Parfait. Ouais. Puis, si je ne me trompe pas, The Minimalist, c'est aussi de cela qui est l'inspiration du défi qu'il y a sur ta page. Oui, exactement. Ils appellent ça le Min's Game. Donc, ils le font, ils encouragent les gens, en fait, à le faire avec des amis, peu importe. Puis le but, c'est de se rendre le plus loin possible. Tu sais, si tu ne te rends pas jusqu'au jour 30, c'est pas grave. C'est d'essayer de se rendre le plus loin possible. Donc, c'est eux autres qui ont inventé comme ce petit jeu-là. Super.
Oui, ben il y a ça aussi, les deux minimalistes, là, leur livre Everything That Remains, là, je trouvais que ça se lisait comme un roman, sans donner de trucs. Ça parle d'une démarche super personnelle, puis ça peut faire écho là, de lire la démarche de quelqu'un d'autre. Puis ça, c'est un livre que j'ai trouvé vraiment super facile à lire. Puis quand je parlais de se craquer, ça peut être une bonne façon. Leur documentaire aussi, surtout le premier, je trouve. Moi, il y a un livre qui m'avait quand même vraiment tiré par en avant, puis c'était un livre de Kim John Peng, qui est un auteur australien, je pense, et qui s'appelle Simplicity Parenting. Puis ça parle du parenting, je ne sais pas en français, le titre, je sais qu'il est traduit, mais il y a une section, en tout cas, ça parle de tous les trop-pleins qu'on a dans notre vie, mais le too much stuff m'avait quand même vraiment beaucoup interpellée, puis d'autres sortes de too much. Mais bref, c'est même pour les parents, moi j'ai trouvé absolument... c'est absolument intéressant, mais ça dépasse aussi beaucoup le rôle de parent. Fait que tout ce que tu peux aller tirer de ce livre-là, même si tu n'es pas un parent, ça a une grande valeur, je trouve. Donc, en français, il y a une amie à moi qui a écrit « Vivre simplement », Elisabeth Simard. Fait que je dis ça comme ça. Peut-être une référence en français, mettons ici au Québec, c'est quand même cool. Parfait, bien merci. On va regarder ça. Je ne serais pas surprise qu'il y ait plein de personnes qui ont pris différentes notes aujourd'hui ou chez eux. Tout à l'heure, on parlait d'un premier petit pas, mais je serais curieuse de vous entendre au niveau de, selon vous, c'est qu'est-ce que quelqu'un peut faire qui aurait le plus d'impact, justement, dans sa démarche, qui ferait vraiment qui l'aiderait à aller à un autre niveau, au niveau du slow living, ou plus précisément du minimaliste ou du slow care? Juste tout ce qui est supporté par les menstruations, que ce soit la serviette, le tampon. Déjà, ça a déjà un gros impact sur le corps, mais l'environnement aussi, la contraception, la pilule contraceptive, tout ce dont je parlais. Juste ça, regarder qu'est-ce qu'on utilise pour nos menstruations. C'est accessible. En tout cas, en ce moment, ça commence à être de plus en plus accessible. Puis, en plus, ça a un impact majeur sur l'environnement, l'écologie du corps et l'écologie de notre belle planète. Super. Moi, je dirais simplement de se mettre en action, de commencer, peu importe le tiroir, de commencer par quelque chose. Puis souvent, la chose la plus simple, c'est que dans nos maisons, c'est sûr qu'il y a plein d'affaires qu'on a en doublon. Donc déjà, juste si on passait à travers tous les doublons, tout ce qu'on a en double et qu'on n'a pas besoin par deux, d'en éliminer un des deux, déjà, là, ça commence à entrer puis à faire... un autre niveau, là. Super. Moi, je dirais freiner l'arrivée de nouveaux objets en se faisant confiance puis en apprenant à dire non. C'est non... je parle beaucoup des cadeaux, mais c'est parce que c'est une réelle source d'encombrement, surtout chez mes clients qui sont parents, dont les enfants reçoivent plein de choses, puis les parents sont comme à côté. Donc, juste apprendre à dire non, puis sans avoir peur de faire de la peine, il faut savoir le dire comme il faut. Toutes les choses s'expliquent, mais je pense que quand on explique sa démarche à sa belle-mère ou à toutes les autres personnes autour de soi qui peuvent par juste comme désir de faire plaisir, donner plein de choses. C'est ça, je pense que ça a un très gros impact. Ça. Juste avoir cette conversation-là avec les gens qui nous entourent, puis freiner l'arrivée de nouveaux objets. Parce qu'après ça, on fait juste dealer avec ce qui est déjà là, mais au moins les vannes sont fermées, puis on peut prendre le temps de bien le faire sans que constamment nos espaces soient à nouveau envahis par toutes sortes de petites affaires, là, rapportées de l'école, où on perd vite le contrôle. Donc, ouais. Super. Puis avant qu'on se tourne vers la salle et vers le Facebook pour voir au niveau des questions du public, mais je pense qu'on a passé à travers les différentes étapes, comme quoi c'est un processus, l'importance d'être conscient, de se poser les bonnes questions. Mais s'il y avait une chose avec laquelle vous souhaiteriez que le public reparte aujourd'hui, ce serait quoi? Savoir que c'est extraordinaire faire ça. Okay. Juste comme c'est ça, de savoir que c'est quelque chose de vraiment, vraiment positif dans la vie, de se lancer dans un exercice comme le désencombrement ou comme la remise en question de soi ou de nos automatismes. Ouais. Super. Pour ma part, je dirais que ça réduit la distance entre mon corps puis la nature. Je comprends que je suis beaucoup plus liée que je croyais ou que je crois, puis ça m'aide à créer des changements puis à être actrice. Là. Ouais. Très bien.
Je dirais simplement de se faire confiance aussi. Se faire confiance qu'on a la capacité de changer. Oui, c'est pas forcément facile, mais on a la capacité en soi de le faire. Donc, se faire confiance puis de se lancer. Bien, merci beaucoup. Puis, si quelqu'un voudrait faire appel à vos services, je pense que toutes vos informations sont sur vos sites Internet, bien évidemment. Oui, super. Oui. Parfait. Un terrain de jeu que j'aime bien, c'est Instagram en ce moment. OK. Donc, Instagram, est-ce qu'il y a des plateformes que vous préférez? Facebook, Instagram aussi, site web. Un site web, old school. Super. Non, mais c'est correct. Parfait. C'est toujours nécessaire un site Internet de toute façon. Parfait. Donc, est-ce qu'il y a des questions de la part du public? Il y a un micro qui va pouvoir circuler pour qu'on vous entende bien, autant ici, madame là-bas, autant ici que pour sur Facebook, bien évidemment. Donc, une première question. Ben moi, en fait, je voulais juste vous remercier parce que c'était vraiment intéressant. Puis moi aussi, ben en fait, je suis plus au niveau de la nourriture. Puis je trouve que c'était un peu la même chose au niveau de la bouffe chez les gens. Des fois, en fait, les gens, je trouve qu'ils achètent trop de nourriture. Puis moi, même où est-ce que je travaille, genre, je passe mon temps à justement essayer de passer tout le stock que je peux, désencombrer le frigidaire parce que c'est tout le temps trop plein. Puis je suis comme, genre, je suis pas bien là-dedans. Genre, je suis pas bien là-dedans, le frigidaire trop plein. Je suis comme, genre. En tout cas, bref, je suis un peu là-dedans aussi. Puis c'est ça, c'est un peu le même parallèle. Tu sais, quand ton environnement est comme trop plein, là, tu trouves le frigidaire, c'est genre, ça déborde. Puis c'est comme, OK, mais pourquoi, genre, t'achètes autant de bouffe? Genre, faut que tu gères toute ta bouffe aussi. Là, c'est comme, ben, sinon, ben, tu vas l'oublier. Tu vas oublier de quoi dans le fin fond du frigidaire. Puis t'es comme, bon, ben. C'est juste toute une remise en question de, pas juste ton garde-robe, mais ton frigo aussi. Mais en tout cas, c'est ça, je voulais juste vous dire. Non, mais c'est un super bon point. Oui. Mais c'est un super bon point. Est-ce que vous avez des astuces ou des conseils pour... Oui, moi, j'ai juste envie de dire que ça, là, c'est un beau vecteur de changement. Là. Ta sensation de « voyons donc, ça marche pas là, », ça c'est un bon push, mettons, pour créer un changement. Ouais. Puis est-ce que vous avez d'autres conseils ou astuces? Bien, au niveau de l'alimentation, c'est sûr que planifier, c'est ce qui est le plus simple aussi. C'est de vraiment faire une planification de ses repas, réfléchir à qu'est-ce qu'on achète et tout, pour justement dire, si tu fais une planification, que tu vas à l'épicerie et tu achètes juste ce qui est pour tes recettes, bien, tu n'as pas de perte au bout du compte. Là. Donc, surtout quand on est dans un rythme familial, là, c'est le fun. Et c'est le fun parce que tout le monde peut participer. Moi, j'encourage beaucoup dans les routines familiales de dire, bien, tu sais, si l'épicerie est déjà dans le frigo, que tu as besoin de courir à tous les soirs, que tu sais tes repas de la semaine, bien, tout le monde peut participer. Tu rentres du travail, tu sors les affaires, puis go, on fait ça en gang. Donc, ça peut changer la dynamique familiale aussi. Nous, quand j'étais encore avec mon ex, avec les 3 enfants, les enfants avaient un soir par semaine où ils faisaient le repas eux-mêmes. Donc, tout était dans le frigo, ils sortaient, ils avaient la recette, donc ils étaient capables. Donc, ça peut aider beaucoup sur les routines aussi, de justement avoir plus de temps, de ralentir, de prendre le temps aussi de manger. Ça, dans le slow living aussi, oui, en effet, la partie alimentaire aussi, on ne parle pas souvent, mais de prendre le temps de nouveau de s'asseoir autour d'une table et de manger ensemble. Ça, je pense aussi que c'est important de le réintroduire. On a oublié, on mange tout seul devant notre télé, puis on n'a plus ces moments ensemble. De remettre l'alimentation aussi dans le cœur de notre vie, je pense. Ça fait un super beau lien. Ariane, tu mentionnais au niveau du slow living de faire attention aussi à son agenda, d'enlever, de commencer à dire non, mais c'est aussi à travers le temps qu'on y passe. Donc, ça peut être aussi à travers la nourriture, de prendre le temps. Puis je trouve que ça revient aussi à tout ce que vous mentionnez, là, c'est important d'être conscientisé, de se poser les questions, pourquoi on consomme, pourquoi on achète certains éléments, certains aliments. Mais très, très bonne question. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Oui, salut. Il y a quelque chose que vous avez dit, les 3, que j'ai bien aimé. C'est l'idée de commencer par soi-même au début. Ça me fait beaucoup penser au végétarisme, avec lequel j'ai flirté pendant quelques années. Puis au final, mes premières approches étaient toujours « je vais essayer de convaincre ma famille, convaincre mes amis ». Puis là, on parle beaucoup, puis là, à un moment donné, whoop, tu manges de la viande une fois, tu te sens coupable, tu as l'impression que tu as triché. Il y a comme cette logique-là qui embarque. Puis il y a une forme un peu d'hypocrisie là-dedans où je me dis, dans tout ce qui est des encombrements, le vrac, tous ces apports-là, ces changements-là, je pense vraiment qu'il faut arrêter d'être constamment dans l'idée de convaincre. Puis ce que Madame au milieu disait, de donner l'exemple, puis juste d'agir, puis que cette influence-là va se faire naturellement par nos actions et non pas par nos paroles. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Ça, je pense que c'est super important si on veut que ça soit sustainable pour le reste de notre vie et pour influencer le plus de gens possible.
Puis en ce moment, je sais que dans les combats écologistes, c'est un peu toujours la question, est-ce qu'on est trop extrême, est-ce qu'on l'est pas? Comment est-ce qu'on approche l'autre? Comment est-ce qu'on change le système? Comment, tu sais, tout ça. Puis je pense vraiment que commencer par soi, c'est toujours la meilleure option. Puis de ne pas tomber dans le piochage, tu sais. Oui, Vraiment. bien, très bonne intervention. Est-ce que vous aimeriez rebondir là-dessus? Ben non, mais je pense que vraiment, ça résume, tu sais, de montrer vraiment par l'exemple, de prêcher par l'exemple, au lieu d'être des militants, de simplement pouvoir montrer. Oui, le militantat est important aussi, il faut aussi militer, il faut aussi, ça fait bouger les choses, mais je pense qu'en effet, de prôner par l'exemple, c'est le plus beau moyen. Quand on commence par soi puis qu'on rayonne autour de nous, ben c'est le plus bel exemple. Positive, là. Exactement, de le voir du côté positif, parce que comme on dit souvent la culpabilité de tricher, les affaires de main. Mais non, c'est ça, de se dire on est tous humains, on fait tous aussi des choses, on ne peut pas être parfait dans ça. Puis c'est pas le but d'être parfait, c'est juste d'essayer de faire au mieux avec les moyens qu'on a. Très bien, super. Est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose? C'est très, très vrai. OK, super, parfait. Est-ce qu'il y a une autre question? Dans la salle? Oui, le micro s'en vient. Allô? Allô? Oui. D'abord, merci pour le panel. C'était vraiment super intéressant. Ma question est plus dirigée vers Ariane et Marie-Sophie. On a parlé beaucoup des encombrements, plein d'objets qui ont départis, puis c'est un long processus. Puis j'imagine quand vous faites vos interventions ou vous êtes l'accompagnement, il y a plein d'objets qui sortent de ça. Je serais curieuse de savoir, c'est quoi votre recommandation ou c'est quoi, quand les gens, justement, ont plein d'objets, c'est quoi vous leur recommandez de faire avec les objets? Est-ce que c'est le donner à maman, papa, à la sœur, à des amis, à des organismes? Parce que, tu sais, souvent, quand on se fait donner un gros sac d'objets, souvent, ces gens-là se ramassent à l'avoir chez eux, puis ils vont, eux, accumuler. Puis c'est peut-être pas le problème, mais ça se transfère d'une maison à l'autre. Fait que je serais curieuse de savoir c'est quoi que vous recommandez à vos clients avec les objets qui se départissent. Très bonne question. Quoi faire avec les objets? Non, ça, de se départir. Bien, c'est sûr que si on a des gens autour de soi qui disent tout le temps oui, puis qui ont aussi un problème d'encombrement, l'idée, c'est pas de déplacer le problème, là. Je pense que moi, ce que je recommande souvent à mes clients de faire, entre, par exemple, vendre et donner, parce que c'est souvent là que les gens se demandent, je leur propose de faire ce qui fait en sorte que ça va pouvoir se passer. que la chose va pouvoir... La chose dont ils n'ont plus besoin va pouvoir s'en aller. Il y a des gens qui sentent qu'ils ont besoin de vendre leurs affaires pour sentir que, bon, ils récupèrent une partie des sous. Bien, parfait, à ce moment-là, vends. Il y a des gens qui disent « Ah non, moi, je me mets pas à vendre chaque petite chose, là, ça va être bien trop lourd, j'aime mieux donner. » Parfait, donne. Puis donner autour de soi aux personnes qu'on connaît, oui, mais d'abord si les gens en ont besoin. Alors moi, ce que je recommande souvent aux gens, c'est de dire « Bien, si tu veux offrir ça à ta sœur, ben prends une photo puis demande-lui si elle en a besoin d'abord. Au lieu de lui préparer un sac de plein de choses puis de lui amener ça, thanks, peut-être que tu auras besoin de quelque chose là-dedans. C'est ça, pour être certain de ne pas créer d'encombrement chez les autres. Mais je pense que l'idéal, c'est un mélange un peu de tout ça. Vendre ce qu'on a vraiment besoin de vendre pour pouvoir le laisser partir, puis donner à des organismes, donner à des gens qu'on connaît, aussi donner sur Internet aussi, ça peut permettre de offrir des choses gratuitement sur Internet, ça peut permettre de s'assurer que les choses vont se rendre justement jusqu'à quelqu'un qui en a besoin. Parfois Renaissance, c'est très gros, puis on peut se dire, ah, j'ai peur que ces petites choses-là que je vais donner se retrouvent dans le fond d'un container puis que ça ne se rende pas jusqu'à quelqu'un. Mais avant d'apporter une chose là-bas, si on a le temps, on peut les offrir aussi gratuitement sur Internet. Puis là, la personne vient les chercher. C'est satisfaisant de voir la personne aussi qui va utiliser nos choses. Ça rend l'exercice très concret. Donc, un peu de tout ça. Oui, tu as pas mal fait le tour, c'est ça. C'est d'essayer toujours de vendre, de donner, en effet, c'est tout, mais de faire attention que ça ne nous ralentisse pas. Parce que justement, si on met à vendre, mais qu'au bout de 3 semaines, 1 mois, 2 mois, c'est encore là, bien là, il faut prendre une décision puis de se dire, bon, ben ça se vend pas, je me le donne, parce que le but ultime, c'est de faire sortir les choses. Et oui, des fois, les gens aussi ont cette notion, je ne sais pas toi si ça t'arrive, mais les clients disent, oui, mais je ne veux pas faire de déchets. Donc, ils gardent les affaires pour ne pas avoir à les jeter. Mais je dis, mais tu sais, là où tu es rendu, c'est un peu trop tard. Là, on fait un ménage, on essaie de sortir les choses. Oui, on va essayer, c'est sûr, de vendre, de donner, de recycler, de réutiliser tout ce qu'on peut.
Mais après ça, oui, il y a une partie de choses, des fois, qui, malheureusement, doivent être jetées parce qu'elles sont plus utilisables, qu'elles sont plus donnables ou qu'on ne peut pas vraiment donner. Mais c'est ça, c'est de vraiment, dans ce processus-là, d'apprendre après à ce que les objets qui rentrent, on ne fasse plus les mêmes erreurs, puis qu'on évite de se retrouver dans cette situation-là. Puis oui, de donner à la famille, oui, mais faire attention, en effet, de demander si c'est recevable, si les gens veulent le recevoir ou non, parce que le but, c'est pas d'imposer notre problème aux autres gens non plus, là, en effet. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, dans le fond, et on va aller vers l'avant par la suite. Moi, je voulais rebondir un peu là-dessus avant ma question parce que moi aussi, je pratique le minimalisme le plus que je peux depuis longtemps. Puis en fait, souvent, ce que je fais, moi, c'est que je suis rendue à un moment dans mon minimalisme que ce que je donne est en bon état souvent. Tu sais, souvent, c'est comme, j'ai eu un petit aparté dans mon minimalisme, puis là, je suis comme, fuck, j'aurais pas dû l'acheter, cette affaire-là. Fait que c'est en bon état, tu sais, mettons une pièce de vêtement ou quoi que ce soit. Fait que souvent, ce que je fais, c'est que, mettons que la pièce de vêtement me fait penser à une amie ou à quelqu'un que c'est son style ou que, ben là, je demande à cette personne-là si elle veut le morceau. Puis ça crée, ça amène de l'humain dans le processus, tu sais. Puis ça crée une genre de relation vraiment le fun parce qu'après ça, mes amis, ben ils font la même chose. Tu sais, moi, je fais de la couture, par exemple. Ben une pièce de tissu ou de vêtement qui est plus utilisable pour porter, ben ils vont me demander si je veux le tissu, tu sais. Fait que ça crée un genre de cycle super intéressant. Puis ça encourage à continuer parce que c'est positif, tu sais, on est dans l'humain. Fait que je voulais juste partager ce témoignage-là. Puis ma question, en fait, c'est beaucoup par rapport à l'éducation des enfants. Dans l'optique, moi, je suis belle-mère, en fait, puis on a la garde partagée. Donc, ça amène beaucoup de défis au niveau les enfants sont exposés à plusieurs modes de vie différents. Donc, comment les outiller, en fait, à faire leur propre choix, mais en espérant qu'ils tirent un peu vers l'environnement, là, tu sais. Fait que c'est ça, ce serait quoi vos conseils pour, justement, qu'elles-mêmes soient capables d'être conscientes puis de faire leur propre choix? Puis je parle pas juste du minimalisme, là, aussi au niveau de leur santé en tant que femme aussi. C'est deux jeunes filles, donc elles n'ont pas encore leur menstruation, mais ça se prépare d'avance, tout ça. Donc, voilà, je lance la question. Très bonne question. Donc, bien, super intervention au début aussi avec rajouter de l'humanisme derrière le don de vêtements. Donc, de vraiment garder en tête la personne à qui on souhaite le donner ou pourquoi ça nous fait penser à cette personne-là. Et la question, bien évidemment, de comment introduire les enfants autant au minimalisme qu'au slow care, la santé de la femme. Bien, prêcher par l'exemple, je dirais, encore une fois. Moi, mes enfants, ils me voient faire l'épicerie, ils me voient retarder le moment où on leur achète des choses, justement, puis vraiment faire un bilan, par exemple, de leurs vêtements, puis tout essayer avant de décider ce dont ils ont besoin pour la saison. Puis ils répètent ça. Ils me voient constamment faire du tri dans nos choses, puis ils le font eux-mêmes dans leurs affaires. Puis ça, je pense que c'est important de ne pas avoir peur de poser des questions parce que des fois, on ne peut pas ébranler nos enfants, mais juste leur demander, ces jeux-là, est-ce que tu joues encore avec? Là, on va faire une vente de garage cet après-midi avec mes enfants. On va faire une vente de garage des choses qu'ils ont mis de côté tout l'été. Puis, c'est ça, de ne pas avoir peur, de juste leur demander de remettre en question les choses autour d'eux, même si, ultimement, ils décident qu'ils veulent toutes garder leurs affaires. Parfait. Au moins, on aura juste fait l'exercice de se poser la question. Puis je pense que c'est ça qui est important, c'est de se poser la question. Puis cette fois-ci, mon petit homme, il veut tout garder, ses petits jeux. Parfait, pas de problème. La fois suivante, il va dire « Ah non, maman, je suis prête. » Fait que je veux vraiment pas te pousser trop fort, mais je veux les mettre souvent en position de questionner les choses autour d'eux. Puis jusqu'à maintenant, ça a bien payé. Alors, ça a bien payé en termes de... ils ont accepté de laisser partir certaines affaires, puis ça me permet, moi aussi, d'être vigilante par rapport aux raisons de leur attachement, encore là, ce que je trouve super intéressant. Donc, voilà, prêcher par l'exemple, puis le faire souvent. Personnellement, je suis maman de 2 enfants, dont une petite fille qui a 3 ans et demi. Quand tu parles de prêcher par l'exemple, c'est vraiment intéressant, en fait, parce que pour moi, ça m'a amené à vraiment réfléchir un peu plus mon rapport avec mon corps, mon rapport avec
par exemple, mes menstruations, de rendre ça normal, de normaliser les choses, de détabouiser tout ça. Puis même moi, dans mon processus, maman, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ça? Puis, ben c'est du sang. Puis là, c'était comme, OK, il faut que je sois à l'aise. Comment je vais l'exprimer à une petite fille de 3 ans et demi, tu sais? Puis c'est super intéressant parce que maintenant, elle voit ça, puis elle fait, « Ah, maman, t'as du sang. Ah, OK. » Avant, c'était, « C'est quoi ça, maman? T'as mal? Ça va pas? Qu'est-ce qu'il y a? » Puis tu sais, si elle me voit tout le temps jeter puis mettre ça sur le côté, elle va juste enregistrer que c'est pas bien, tu sais, que ça n'a pas sa place, en fait. Fait que travailler comme ça, dans ce sens-là, je trouve que, ben pour moi, ça l'a enrichi ma propre expérience, puis je suis convaincue que c'est comme ça aussi que ça va lui permettre, dans le temps, de faire des choix différents. Éventuellement, on verra qu'est-ce que ça va donner, je sais pas. Tu nous en donneras des nouvelles. Ouais. Je rebondirais sur ce que vous avez dit les deux. En effet, prêcher par l'exemple, je pense que c'est en effet la meilleure manière. Puis quand tu disais que tu voulais comme, tu sais, plus l'attirer vers ton côté parce que c'est sûr, c'est toi, c'est ton mode de vie, c'est ce que tu veux. Je pense qu'il faut faire attention de ne pas trop projeter sur les enfants ce que nous, on veut faire, tu sais, de leur permettre. Puis moi, ce que je trouve, c'est une richesse quand des enfants peuvent vivre plusieurs modes de vie. Parce que justement, ils vont pouvoir les expérimenter déjà jeunes, puis ils vont pouvoir se dire, bien, c'est quoi qui est bon pour moi? Puis après, je pense qu'il faut accepter ce que l'enfant va faire aussi, mais tu sais, ils vont aussi vite se rendre compte, quand on vit le mode de vie minimaliste, on est tellement bien, on est tellement heureux, on a tellement de place pour les choses vraiment importantes qu'à un moment donné, ça va se faire naturellement, qu'ils vont aussi voir là où ils sont dans le plus heureux, ce qui apporte le plus, puis là où ils sont le mieux. Donc, je sais que des fois, on a le goût de tirer la couverte de notre bord, mais tu sais, il faut accepter qu'ils ont leur personnalité, leurs choses, puis de le montrer, d'essayer simplement de montrer ce que ça t'apporte à toi, bien, ça va les inspirer également. Je rajouterais juste qu'il y a des valeurs qui sous-tendent ces choix-là, puis on les fait pour une raison, c'est pas juste des... Puis je pense que de prendre le temps de l'expliquer aux enfants, ça les fait comprendre. C'est sûr que mes enfants, quand ils étaient plus jeunes, puis qu'ils voulaient que je leur achète des petites affaires à la pharmacie, je leur disais, ben non, mais je leur expliquais pourquoi. Mais ça, c'est des petits jouets qui sont faits à l'autre bout du monde, dont tu n'as pas besoin. C'est du plastique, tu sais. Puis là, ça a l'air vraiment intense comme speech, mais tu sais, c'était pas de même. C'était vraiment naturel, mais je leur expliquais les raisons pour lesquelles, non, je pense, on va pas acheter un petit jouet à la pharmacie. Tu en as plein, tu n'as pas besoin de ça, tu sais. Puis ce petit jouet-là, regarde, on va le prendre en photo, on va essayer d'en faire un à la maison. En tout cas, des fois, c'est possible, des fois, ça l'est pas, mais juste de prendre le temps de l'expliquer. Après ça, les enfants, c'est ça, ils captent ces valeurs-là. Puis je voulais dire aussi que notre responsabilité de parents, en tout cas, moi, dans mon expérience, c'est que ça m'a vraiment tiré par en haut. Le fait d'être un modèle, je trouve que c'est un honneur, puis c'est aussi quelque chose de vraiment motivant. Alors, pour être le meilleur modèle pour mes enfants, j'essaie de vraiment vivre selon mes valeurs parce que je sais que je vais leur transmettre ça. Puis je veux leur faire le cadeau de leur donner les valeurs qui, je sais pas, je pense qu'ils sont nécessaires de cultiver à notre époque. Puis voilà, c'est ça. Oui, c'est un moteur, en fait. Oui, c'est ça. C'est vraiment un moteur. Puis ça me fait penser à un exemple que je donne à ma fille, bien basique, là. Tu sais, je teste ma façon de l'amener vers des trucs. Là, j'ai dit, les adultes ont fait un gros bordel sur la planète, et là, on doit tout ramasser. Là, elle, ça la décourage parce qu'elle est rendue dans un espace où elle est comme, oh non, je veux pas ramasser les choses. Fait que là, je dis, là, on doit tout ramasser, puis non seulement on doit tout ramasser, mais on doit trouver une solution pour faire moins de bordel. Fait que là, elle est comme, OK! Je pense qu'on sous-estime aussi souvent les enfants. Ils sont bien plus intelligents qu'on le pense, puis on peut leur véhiculer justement les choses et leur dire clairement les affaires. Ils le comprennent des fois beaucoup plus que nous-mêmes, là, je veux dire. C'est vraiment... Mais je pense que l'éducation est vraiment aussi la base là, pour justement qu'on puisse changer dans le futur notre monde, que ce soit le moins le bordel. C'est ça. Donc, on entend démocratiser la discussion, de prêcher par l'exemple, de vivre avec ses valeurs, puis vraiment d'y aller dans l'explication, puis la discussion ouverte. Oui, super. Je pense qu'il y avait une autre question aussi vers l'avant. Puis il y a une question Facebook, si c'est bien ça. Oui? Oui, pour la question Facebook. Oui, donc j'avais Annick ici qui se demandait quel serait votre mot-clé ou votre questionnement clé pour aller de l'avant dans vos démarches? Qui veut se lancer? Un mot-clé ou un questionnement clé? Ben, ça revient un peu à ce qu'on a dit au début, je trouve, de
la remise en question, là, t'es pas obligé d'être une question spécifique, juste d'accepter qu'on se remette en question, puis qu'on n'est pas sur la défensive par rapport à ça. Moi, c'est ça que j'ai envie de ramener sur la table, là, qui me semble pertinent. Bien, je pense que c'est vraiment le point, c'est de prendre ce temps d'arrêt, de se poser les questions. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises questions. C'est simplement de se demander soi-même c'est quoi qu'on veut avoir, là. Puis c'est très personnel, donc il n'y a pas de baguette magique, il n'y a pas de recette magique, c'est très personnel. Donc, c'est vraiment juste de se poser les questions à soi, de se ramener à soi, puis de se demander qu'est-ce qu'on veut vraiment dans la vie. Qu'est-ce qu'on veut vraiment? De se challenger, je dirais. Moi, souvent, quand mes clients ils me disent « Ah, ça, non, ça, je le garde. » Je suis comme « Ah ouais? Pourquoi? » Parce que, OK. Puis si tu l'avais pas, tu ferais quoi? De ne pas se satisfaire de notre première réponse. Il n'y a rien qui va arriver, comme tu disais. J'aime ça quand tu disais, c'est pas parce que je porte un terme ou que les choses se mettent à arriver. Il n'y a rien qui se passe. Là, ton objet il est devant toi, mais on jase. Est-ce que ta première réponse est vraiment... on va la creuser un petit peu plus. Fait que de challenger nos réponses au lieu de rester en surface de nos émotions, en fait. Excellent. Génial. Parfait. D'accord. La prochaine question? Oui, donc ma question, en fait, ça revient un peu à ce que quelqu'un a demandé tantôt, un peu quand on veut se départir d'un objet ou qu'on peut aller le porter. Moi, présentement, en fait, j'ai fait un gros ménage de mes vêtements, puis il y a beaucoup de vêtements que je veux donner, mais là, je suis un peu au moment que je me dis, OK, oui, je veux donner mes vêtements, mais j'ai entendu parler que si tu vas porter des vêtements au village des valeurs, par exemple, c'est un exemple, là, mais si les vêtements ne sont pas vendus, ils peuvent les jeter. Est-ce qu'il y a un organisme ou une entreprise que vous connaissez que si les vêtements ne sont pas vendus, ils vont être recyclés ou réutilisés d'une certaine manière pour être sûr que ça ne se ramasse pas dans un site d'enfouissement? Très bonne question. Le recyclage textile, c'est... je vais peut-être aller trop vite, là. Le recyclage textile, c'est vraiment un enjeu. C'est vraiment pas quelque chose qui est super développé, ni ici, ni ailleurs. J'ai l'impression que ça reste quand même assez marginal, les tissus jetés qui sont récupérés. Puis moi, je me demande toujours là, où apporter ce qui est plus possible de porter. Sauf que, comme je disais tout à l'heure, je pense que si au moins tu peux t'assurer que ça demande plus de temps. Il faut l'avoir, il faut avoir envie de le faire, mais quand c'est possible, si tu veux t'organiser pour donner tes choses à une personne, tu sais, genre en mettant tes choses à donner sur peu importe quel groupe Facebook. Moi, j'utilise souvent un bazar de mon plateau Mont-Royal pour proposer mes affaires, soit à vendre, soit à donner. Mais au moins, ça me donne la certitude que la personne qui... tu sais, que ça finira pas, justement, comme je disais, dans une grosse bine, un peu, tu ne sais pas trop si ça va trouver preneur ou non. Donc, c'est sûr que ça prend du temps, mais ça peut être une bonne façon de s'assurer qu'il y a vraiment une deuxième vie pour ce vêtement-là. Puis, voilà, c'est ça. Ça prend du temps. Mais si on le fait, il y a quand même une satisfaction là-dedans. Excellent. Bien, merci beaucoup. C'est déjà tout. Donc, si vous pouvez m'accompagner avec une grande main d'applaudissements pour nos super panélistes. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Donc, Ariane Martel-Labrec avec Allô Printemps, Marie-Sophie Berruet avec Marisot la minimaliste et Valérie Couture-Phelps avec Moment sacré. Donc, merci beaucoup les filles, c'est vraiment un plaisir et à très bientôt pour une prochaine discussion. Merci à toi. Avec plaisir. Merci de nous avoir reçus. Parfait. Mais merci tout le monde. Bonne journée.